Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de vous remémorer le cours d'endocrinologie, cela via une séance de sophrologie. Et donc pour cela, je vous propose tout simplement de vous installer confortablement afin de vous relaxer de façon à visualiser tous les concepts vus en endocrinologie. Donc vous pouvez vous poser, vous appuyer sur vos points d'appui et justement je vais vous proposer, si vous le souhaitez, de laisser vos yeux se fermer et de laisser votre mental se porter sur les points d'appui de votre corps. Vous pouvez laisser justement votre mental circuler d'un point d'appui à un autre point d'appui en commençant par la région des pieds. Vous êtes centré sur les appuis de vos pieds et vous remontez vers la région des mollets, vers la région des cuisses, si bien que vous pouvez prendre conscience des appuis de vos deux jambes. Et vous poursuivez, vous arrivez tranquillement à hauteur de la région du bassin, conscience des appuis de votre bassin, conscience des appuis un petit peu plus haut, à hauteur de votre dos ou votre ventre, tout dépend de votre position, en tout cas conscience des appuis au niveau de la région abdominale et puis encore un petit peu plus haut, les appuis au niveau de la région thoracique, peut-être au niveau du dos, au niveau du buste, conscience en tout cas de tous les points d'appui de votre tronc sur le support et votre attention se porte sur les appuis de vos épaules, sur ceux de vos bras. Donc de vos épaules, vous circulez le long de vos bras, sur chacun des segments des bras, jusqu'à vos mains, jusqu'au bout des doigts. Vous accueillez les points d'appui qui sont présents. Vous vous posez sur ces points d'appui et vous accueillez tous ces appuis du bout des doigts jusqu'à vos épaules et vous poursuivez cette promenade d'accueil des points d'appui à hauteur de votre cou, à hauteur de votre tête. Vous accueillez tous ces points d'appui et plus globalement, vous pouvez accueillir tous les appuis de votre corps. Vous pouvez vous laisser aller tranquillement sur les appuis de votre corps et accueillir la détente qui commence à s'installer en vous. Cette détente qui s'installe en vous, que vous allez installer plus profondément en vous, en laissant cette détente s'épanouir tranquillement depuis le sommet de votre tête. Vous laissez cette détente s'étendre, vous laissez cette détente gagner l'ensemble de votre tête, du sommet de la tête. Vous pouvez peut-être sentir cette détente qui semble presque comme s'écouler sur l'ensemble de votre tête, le front, le haut de l'arrière de la tête et puis un petit peu plus bas, à hauteur de la région du nez, des oreilles, au milieu de l'arrière de la tête et puis vous sentez comme une sorte un petit peu de tourbillon agréable, cette détente qui s'étire vers le bas de votre visage, le bas de l'arrière de votre tête. En fait, vous sentez vraiment l'ensemble de votre tête qui vient de se relaxer avec cette détente qui vient de s'y installer à son rythme, en donnant l'impression de s'écouler depuis le sommet de la tête jusqu'à votre cou. Et peut-être que vous sentez justement votre cou qui commence à se relaxer davantage, la gorge se pose, la nuque également. Conscience de toute la région du cou, relaxée, détendue, et conscience de cette détente qui gagne vos épaules, qui gagne vos bras, le premier segment des bras, les avant-bras. Vos mains se relaxent à leur tour et ce sont finalement vos deux mains, ce sont finalement vos deux bras qui sont relaxés, détendus, d'une détente très agréable qui s'étend dans toute la région du tronc, détente de la région thoracique, détente de la région abdominale, détente de toute la région pelvienne, de toute la région du bassin
et conscience de cette détente de toute la région du tronc, cette détente qui s'étire en direction de vos deux jambes, détente de la région des cuisses, de la région des mollets. Et vous sentez cette détente qui s'installe dans vos jambes jusqu'à vos chevilles, à vos talons, jusqu'à vos pieds, le dessous des pieds, le dessus des pieds sont détendus, relaxés, ainsi que chacun des orteils qui sont posés tranquillement. Et vous pouvez, avec délice peut-être, accueillir toute cette détente de votre corps, la détente de vos deux jambes, de vos deux bras et de toutes les régions axiales de votre corps, à votre rythme. Et en accueillant cette détente, vous pouvez aussi vous ouvrir à une visualisation. En fait, je vais vous proposer tout simplement de revoir dans cet état relaxé et détendu les principaux éléments du cours d'endocrinologie. Peut-être que vous pouvez commencer en vous souvenant de l'ouverture de ce cours d'endocrinologie qui a mis en perspective justement l'endocrinologie, en particulier le système endocrinien avec le système nerveux, et qui a commencé par une comparaison entre justement les hormones qui sont véhiculées dans le sang et qui vont atteindre à leur rythme l'ensemble des cellules du corps, ou du moins les cellules cibles de ces hormones, et cette comparaison qui a pu être faite avec le système nerveux, dont les signaux vont parcourir les axones et gagner assez rapidement les muscles, les glandes, et qui peuvent bien sûr aussi circuler d'un neurone à un autre. Vous vous centrez plus spécifiquement sur ce système endocrinien, sur toutes les structures présentes dans le corps qui produisent des hormones, certaines structures appelées glandes endocrines qui sont spécialisées dans la production d'hormones, et puis d'autres qui assurent plusieurs fonctions, production d'hormones, mais d'autres fonctions plus spécifiques. Parmi les glandes endocrines, vous pouvez peut-être visualiser l'hypophyse, l'épiphyse, la thyroïde, les parathyroïdes, les surrénales, et puis vous pouvez aussi vous souvenir de nombre de tissus sécréteurs d'hormones. Vous pouvez peut-être penser aux reins, au tube digestif, à la peau, au cœur, à tout un tas de tissus qui sont présents finalement dans le corps. Et puis finalement, vous pouvez penser à ces hormones qui vont être produites par ces structures et qui peuvent être appelées hormones endocrines du fait qu'elles agissent sur des cellules qui sont distantes des cellules qui les ont produites. Conscience donc de ces hormones circulantes que vous pouvez aussi mettre en perspective avec d'autres substances qu'on peut appeler aussi hormones, mais qui ont des actions plus locales, une action paracrine en agissant sur une cellule voisine, ou une action autocrine dans la mesure où une cellule peut très bien produire des substances qui vont agir sur elle-même. Mais vous vous centrez plus spécifiquement sur les hormones circulantes qui sont classiquement appelées hormones et qui peuvent agir sur tout un tas de cellules cibles, sur ces cellules caractérisées par cette dénomination. Ces hormones agissent sur des cellules dites cibles, qui sont des cellules qui possèdent des récepteurs aux hormones, justement, qui nous intéressent. Et peut-être vous souvenez-vous que ces récepteurs sont de nature protéique, ils sont donc codés par les gènes, et du fait que le nombre de récepteurs exprimés par une cellule cible peut varier en fonction de tout un ensemble de signaux. Et peut-être aussi pouvez-vous prendre conscience que des substances exogènes peuvent éventuellement agir sur ces récepteurs qui peuvent être ainsi stimulés ou bloqués par exemple. Et quoi qu'il en soit, vous prenez conscience de ces hormones qui, lorsqu'elles agissent sur leurs cellules cibles, peuvent entraîner tout un tas d'effets sur ces cellules cibles, tout un tas de changements dans le fonctionnement de ces cellules cibles.
D'ailleurs, vous vous souvenez que certaines hormones sont dites liposolubles et vont plutôt agir sur des récepteurs qui se trouvent à l'intérieur même des cellules, puisque ces hormones liposolubles peuvent librement traverser les membranes et en se fixant à leurs récepteurs intracellulaires peuvent même aller modifier l'expression des gènes en ayant la fonction de facteur de transcription. Et puis, à côté de ces hormones liposolubles, vous pouvez penser aussi aux hormones hydrosolubles qui, elles, ne passent pas facilement les membranes cellulaires et vont agir sur des récepteurs qui sont situés sur les membranes des cellules. Vous prenez conscience donc de ces catégories d'hormones, de leur manière d'agir et qu'elles agissent sur des récepteurs situés au niveau des membranes ou sur des récepteurs intracellulaires, conscience en tout cas des effets des hormones sur leurs cellules cibles, les cellules cibles dont l'action va être modifiée, dont le comportement va être modifié et dont la réponse va dépendre à la fois de la quantité d'hormones mais aussi de la quantité des récepteurs exprimés et aussi des interactions entre hormones. Peut-être vous souvenez-vous que les hormones peuvent agir de façon synergique, de façon antagoniste aussi. Et puis vous vous souvenez aussi de la notion d'effet permissif, le fait qu'une hormone peut, par son action sur une cellule, permettre l'expression de récepteurs à une autre hormone, la cellule pouvant alors accueillir davantage d'hormones. Conscience de ces éléments, conscience aussi du fait que la sécrétion hormonale est régulée par parfois des informations, des signaux qui sont présents dans le sang, notamment des molécules chimiques présentes dans le sang. Conscience aussi qu'il y a des interactions entre le système endocrine et le système nerveux et que le système nerveux peut aussi réguler cette sécrétion d'hormones qui va aussi être influencée par la présence des autres hormones et vous prenez conscience de ces éléments, conscience aussi du fait que cette régulation de la sécrétion hormonale se fait le plus souvent par rétroinhibition, ce que l'on appelle aussi le feedback négatif qui correspond à une régulation en constance qui va permettre de conserver des concentrations constantes d'hormones, de substances, mais que parfois il existe aussi des mécanismes de rétroactivation, appelés aussi feedback positif et qualifiés parfois aussi de régulation en tendance, puisque permettant à un paramètre d'évoluer, de grandir de plus en plus ou de diminuer de plus en plus. Mais vous prenez conscience aussi du fait que ce type de régulation est plus rare dans le corps et vous vous faites une représentation justement de ce système endocrinien, de son fonctionnement, des interactions entre les diverses hormones et peut-être aussi pouvez-vous prendre conscience du fait que parfois il peut y avoir des déséquilibres du fait que certaines hormones vont être trop sécrétées ou pas assez sécrétées ou du fait que certaines hormones vont présenter des anomalies dans leur structure et vous pouvez prendre conscience aussi que des troubles endocriniens peuvent aussi s'expliquer parce que les récepteurs aux hormones présentent des troubles, qu'il s'agisse de la quantité de récepteurs ou de l'état de ces récepteurs. Donc vous vous figurez assez globalement ce système endocrine et puis vous allez pouvoir vous focaliser plus spécifiquement sur l'une ou l'autre de ces structures endocrines. Plus spécifiquement, vous pouvez vous représenter ce qui est qualifié d'axe hypothalamo-hypophysaire. En fait, vous pouvez visualiser justement cet hypothalamus, cette structure qui appartient au diencéphale, donc une structure de l'encéphale, une structure nerveuse donc, qui est en continuité avec l'hypophyse, cette glande qui pend d'une certaine manière sous l'encéphale et peut-être justement pouvez-vous prendre conscience que cet axe hypothalamo-hypophysaire est
à la croisée entre le système endocrine et le système nerveux. Et vous pouvez peut-être détailler davantage cette hypophyse, peut-être vous souvenir d'images que vous avez pu voir avec cette hypophyse qui est en réalité constituée d'une portion qui est une portion nerveuse appelée la neurohypophyse, tandis que une autre partie de l'hypophyse donne l'impression d'être comme attachée à la neurohypophyse, cette structure qui est l'adénohypophyse, une structure d'origine glandulaire. Et je vous propose justement de vous centrer pour commencer d'abord sur cette adénohypophyse que vous pouvez visualiser, donc sur cette structure constituée de cellules glandulaires qui vont pouvoir produire des hormones et dont les productions d'hormones vont être influencées par l'activité de l'hypothalamus, plus exactement par des neurones de l'hypothalamus qui vont libérer en direction de cette adénohypophyse des hormones, ou plus exactement des neurotransmetteurs qui vont circuler dans le sang et qui vont être appelés ainsi neurohormones. Et peut-être même pouvez-vous visualiser justement cette interaction qui existe entre l'hypothalamus et l'adénohypophyse et qui fait intervenir le système sanguin, un système vasculaire un peu particulier puisque constitué par l'enchaînement de deux réseaux de capillaires qui s'enchaînent et qui constituent donc un système porte avec entre ces deux réseaux de capillaires un vaisseau porte qui est une veine porte. Et peut-être pouvez-vous visualiser les images vues en cours avec les neurones de l'hypothalamus qui s'articulent sur ce premier réseau de capillaires qui libère des neurohormones qui vont être emportés par le flux sanguin et qui vont, au niveau du deuxième réseau de capillaires, pouvoir quitter le réseau vasculaire pour interagir avec les cellules glandulaires de l'adénohypophyse qui vont pouvoir être stimulées ou inhibées et libérer une quantité plus ou moins importante d'hormones adénohypophysaires qui sont libérées dans le sang et qui vont pouvoir atteindre les différentes cellules cibles du corps. Vous pouvez même prendre conscience de toutes ces neurohormones, de toutes ces hormones. Parmi les neurohormones hypothalamiques, vous pouvez vous souvenir qu'il existe deux grandes catégories de neurohormones hypothalamiques. Celle qui stimule, appelée Releasing Hormone ou RH, et puis celle qui inhibe, appelée Inhibiting Hormone ou IH. Et puis vous pouvez aussi vous souvenir des différentes hormones adénohypophysaires et je vous propose, plutôt que de les énumérer, de les passer en revue les unes après les autres. Peut-être en commençant par deux neurohormones qui sont libérées par l'hypothalamus, qui sont la GH-RH et la GH-IH, qui vont pouvoir influencer les cellules somatotropes de l'adénohypophyse qui vont libérer une quantité plus ou moins importante de GH, qu'on appelle aussi l'hormone de croissance, qui va pouvoir agir soit directement sur les cellules cibles, soit indirectement, via des somatomédines. En tout cas, vous pouvez vous souvenir des effets de cette hormone de croissance qui est anabolisante protéique, qui favorise la fabrication des protéines, qui est catabolisante lipidique, qui favorise la déconstruction des lipides de manière à pouvoir rendre disponible l'énergie présente dans ces lipides. Et puis du fait que cette hormone de croissance est aussi hyperglycémiante, moyen de rendre aussi plus d'énergie disponible pour le corps. Et vous prenez conscience aussi des effets de cette hormone de croissance, des effets très généraux sur la croissance chez l'enfant et plutôt sur le maintien chez l'adulte, et conscience des facteurs aussi qui vont influencer cette production de l'hormone de croissance. La glycémie, qui lorsqu'elle est basse, favorise la sécrétion de l'hormone de croissance, qui va la ralentir quand elle est haute. La concentration en acide gras, qui, lorsqu'elle est diminuée, va stimuler la production de l'hormone de croissance et va au contraire
la réduire lorsque la concentration en acides gras est augmentée, et conscience aussi des effets des acides aminés, dont la concentration peut parfois augmenter et stimuler la production de cette hormone de croissance et parfois la réduire lorsque cette concentration en acides gras est diminuée. Conscience aussi du fait que lors d'une carence affective, eh bien, l'hormone de croissance peut voir sa sécrétion se réduire, ce qui entraîne un arrêt de la croissance qui peut reprendre ensuite quand les conditions affectives sont de nouveau favorables. Et vous pouvez prendre conscience aussi succinctement des troubles qui peuvent être associés à ces sécrétions anormales d'hormones de croissance. Une hyposécrétion de l'hormone de croissance entraînant une croissance faible, ce que l'on appelle un anisme hypophysaire, quand cela survient donc chez l'enfant, tandis que l'hyposécrétion d'hormones de croissance chez l'adulte va plutôt être à l'origine d'une asthénie physique et psychique. Conscience aussi de ce que produit une hypersécrétion d'hormones de croissance, un gigantisme chez l'enfant et une acromégalie chez l'adulte. Donc vous prenez conscience de ces différents troubles liés à cette hormone de croissance lorsqu'elle n'est pas sécrétée comme il convient. Et puis je vous propose d'envisager d'autres hormones. À nouveau, vous pouvez vous situer au niveau de l'hypothalamus et visualiser cet hypothalamus et le fait qu'il produit aussi de la TRH, une hormone qui stimule l'adénohypophyse, les cellules thyrotropes de l'adénohypophyse, qui à leur tour vont produire la TSH, qui va agir sur la thyroïde en l'amenant à produire de la T3, la triiodothyronine, et de la T4, la thyroxine, lesquelles, appelées hormones thyroïdiennes, vont pouvoir rétro-inhiber l'axe hypothalamo-hypophysaire, permettant ainsi une régulation en constance. Ce type de régulation en constance, vous le retrouvez aussi dans un autre enchaînement, une autre cascade hormonale qui part cette fois-ci d'un autre neurotransmetteur, d'une autre neurohormone libérée par l'hypothalamus, qui est la GnRH, laquelle agit sur l'adénohypophyse, sur les cellules gonadotropes de l'adénohypophyse, lesquelles vont pouvoir produire la FSH, la LH, qui va avoir différents effets sur les gonades, à la fois dans la maturation des gamètes, mais également sur la production des hormones sexuelles, lesquelles vont rétro-inhiber l'axe hypothalamo-hypophysaire. Et puis vous continuez à prendre conscience de ces mécanismes. Vous pouvez vous resituer à nouveau dans l'hypothalamus, qui produit aussi de la CRH, qui peut agir sur les cellules corticotropes de l'adénohypophyse, lesquelles vont produire de l'ACTH, laquelle ACTH agit sur les glandes surrénales et les stimule, les soutient dans la production de glucocorticoïdes et de cortisol en particulier, lequel peut rétro-inhiber l'axe hypothalamo-hypophysaire, permettant à nouveau une régulation en constance. Vous pouvez aussi prendre conscience d'une autre cascade hormonale. À nouveau, vous partez de l'hypothalamus et vous prenez conscience que par le biais de deux neurohormones hypothalamiques, la CRH et la MIH, l'hypothalamus module l'activité de production de MSH par les cellules corticotropes et vous prenez conscience de cette MSH qui peut agir sur ces cellules cibles, qui peut éventuellement, quand elle est présente en grande quantité, assombrir la peau, mais vous prenez aussi conscience du fait que les rôles de la MSH ne sont pas tout à fait connus. Et puis vous envisagez à nouveau l'hypothalamus avec sa capacité à produire de la PRH, de la PIH, qui agissent toutes deux sur les cellules lactotropes de l'adénohypophyse et vous prenez conscience de ce que produisent ces cellules lactotropes, à savoir la prolactine qui, en agissant sur les glandes mammaires, une fois qu'elles ont été sensibilisées, permet la production de lait
par ces glandes mammaires et l'entretien de cette production de lait. Vous prenez conscience en fait assez largement de toutes ces hormones, de tous ces mécanismes. Et puis vous pouvez à présent vous décentrer de l'adénohypophyse pour vous centrer plus spécifiquement sur la neurohypophyse. Cette partie de l'hypophyse qui est d'origine nerveuse et qui contient essentiellement des prolongements de neurones dont les somas sont situés dans l'hypothalamus et dont les prolongements arrivent dans cette neurohypophyse où ils s'articulent sur des réseaux de capillaires pouvant libérer de l'ocytocine ou encore de la vasopressine ou ADH, justement dans ces réseaux de capillaires qui sont présents au niveau de la neurohypophyse. Conscience donc de ces deux catégories d'hormones, ces hormones neurohypophysaires, et de leur rôle, l'ocytocine qui, dans le péripartum, peut stimuler l'utérus et contribuer aux contractions de l'utérus dans l'accouchement, dans la délivrance et ensuite au cours de l'allaitement dans l'aide que l'ocytocine apporte à l'utérus en lui permettant de retrouver avec plus de rapidité sa forme initiale d'avant la grossesse. Conscience aussi du fait que l'ocytocine agit sur les glandes mammaires. À chaque succion du nouveau-né, les signaux captés par les récepteurs liés à la succion, eh bien, ces récepteurs informent le système nerveux central qui produit davantage d'ocytocine, ce qui favorise l'éjection du lait par les glandes mammaires. Et puis, vous prenez aussi conscience de l'action de l'ocytocine sur le système nerveux central qui va, chez la femme comme chez l'homme, soutenir les comportements d'approche et qui de ce fait est souvent qualifié d'hormone de l'attachement, favorisant les liens entre individus, les liens amicaux, les liens parentaux, les liens amoureux. Conscience donc de toutes ces fonctions associées à cette ocytocine. Et puis, vous pouvez prendre conscience également de l'ADH, appelée aussi vasopressine, qui peut agir sur les reins où elle va stimuler la réabsorption de l'eau, sur les glandes sudoripares où elle va diminuer la transpiration, favorisant donc cette économie de l'eau. Et conscience aussi du fait que cette ADH ou vasopressine peut agir également sur les artérioles en augmentant leur contraction. Conscience au final du fait que cette ADH, qui est principalement stimulée par l'augmentation de la pression osmotique du sang, par la diminution de la volémie et de la pression artérielle, conscience du fait que cette ADH ou vasopressine eh bien, peut limiter les pertes en eau du corps, peut réduire la pression osmotique, peut accroître la pression artérielle et prendre conscience aussi du fait qu'elle va, en plus de ses actions sur les reins, les glandes sudoripares, les artérioles, elle va aussi avoir un effet sur le système nerveux en induisant la sensation de soif qui permet de renflouer les réserves hydriques. Conscience aussi du fait que certaines dérégulations de cette production d'ADH, notamment une hyposécrétion d'ADH, peut produire une situation pathologique qualifiée de diabète insipide. Et puis vous allez quitter donc cette neurohypophyse, cet axe hypothalamo-hypophysaire, pour vous centrer sur cette thyroïde, la thyroïde qui est située au niveau du cou, qui forme comme une sorte de nœud papillon au niveau du cou. Cette thyroïde qui est constituée par des cellules dont l'agencement particulier amène à la construction de petites structures sphériques appelées les follicules thyroïdiens. Ces follicules thyroïdiens dont la paroi est constituée par des cellules folliculaires qui peuvent sécréter des hormones appelées hormones thyroïdiennes qui sont la T3 et la T4 et
Et vous pouvez aussi prendre conscience des cellules qui se trouvent à côté de ces follicules, un peu comme coincées entre ces petites sphères, et qui sont appelées des cellules parafolliculaires et qui produisent une autre hormone qualifiée de calcitonine. Je vous propose d'explorer d'abord les actions de la T3 et de la T4 dans le corps avec ces hormones thyroïdiennes T3 et T4 qui vont soutenir la production de l'ATP, la consommation aussi de l'ATP, si bien que ces hormones vont accélérer le métabolisme, accélérer aussi la consommation de dioxygène. Ces hormones qui vont aussi permettre aux cellules d'avoir accès à davantage d'énergie, puisque la T3 et la T4 vont, comme le fait l'hormone de croissance, être hyperglycémiantes, catabolisantes lipidiques, et en même temps, la T3 et la T4 vont soutenir la construction du corps en soutenant l'anabolisme protéique, ce qui va contribuer à la croissance du système nerveux, la croissance du système squelettique. Vous pouvez aussi prendre conscience du fait que la T3 et la T4 sont impliquées aussi dans la thermorégulation, qu'elles peuvent, en accélérant le métabolisme, produire un effet calorigène, un effet de production de chaleur, et conscience aussi du fait que la T3 et la T4 vont renforcer l'action des catécholamines. Conscience aussi qu'il existe un certain nombre de troubles concernant ces sécrétions de T3 et de T4, ce que l'on peut appeler une hypothyroïdie congénitale qui amène à trop peu de sécrétions de T3 et de T4, mais aussi d'autres formes d'hypothyroïdie, hypothyroïdie basse ou haute, selon les structures qui dysfonctionnent dans le mécanisme de régulation qui implique la thyroïde. Hypothyroïdie basse quand la thyroïde elle-même ne parvient plus à sécréter suffisamment de T3 et de T4. Hypothyroïdie haute lorsque ce sont l'hypothalamus et l'hypophyse, l'adénohypophyse, qui dysfonctionnent et qui produisent trop peu de TSH, ce qui stimule trop peu la thyroïde qui produit alors peu de T3 et de T4. Conscience aussi de phénomènes inverses, d'hyperthyroïdie, parfois qualifiés de haute, un peu abusivement dans la mesure où, dans une pathologie qualifiée de maladie de Basedow ou grave, il s'agit en fait d'une situation, d'une pathologie auto-immune dans laquelle le système immunitaire produit des anticorps qui vont agir sur l'hyperthyroïde, qui vont stimuler cette thyroïde qui devient une hyperthyroïde d'une certaine manière puisqu'elle produit davantage de T3 et de T4. Et puis conscience aussi du fait qu'il peut exister aussi une hyperthyroïdie basse avec cette thyroïde qui se met à produire davantage de T3 et de T4. Conscience globalement des effets de ces variations dans les hormones thyroïdiennes lorsqu'elles sont abaissées anormalement, une tendance au ralentissement psychomoteur, à la frilosité, à l'embonpoint, et inversement, lorsqu'elles sont élevées, une tendance à l'accroissement de l'activité psychomotrice, une tendance également lorsqu'elles sont augmentées à fuir la chaleur, à perdre aussi du poids. Et puis conscience aussi du fait que lorsque le corps manque d'iode, il peut y avoir, alors que la thyroïde fonctionne correctement, elle est en état de fonctionner, mais ne disposant pas d'iode, elle peut à ce moment-là ne pas être en mesure de produire les hormones thyroïdiennes qui ne ralentissent plus l'axe hypothalamo-adéno-hypophysaire qui se met à produire beaucoup de TSH en particulier qui, par sa présence importante, peut stimuler le développement de la thyroïde et entraîner ce qui se nomme un goitre. Je vous propose ensuite de prendre conscience de cette autre hormone produite par
la thyroïde, qui est la calcitonine, qui, comme son nom l'indique, va moduler la concentration en calcium du sang, en ayant un effet hypocalcémiant. Effet hypocalcémiant qu'assure la calcitonine en agissant sur les os et en favorisant la séquestration du calcium dans les os, et en agissant également sur les reins où la calcitonine va accroître l'excrétion du calcium. Conscience donc de ces phénomènes et puis je vous propose d'évoquer à présent les parathyroïdes qui vont être complémentaires avec la calcitonine, puisqu'elles vont aussi, les hormones parathyroïdiennes, moduler, justement, contribuer en tout cas à réguler la concentration du sang en calcium. Conscience déjà des parathyroïdes qui sont 4 petites glandes situées sur la face postérieure des lobes de la thyroïde et qui sont petites, constituées de plusieurs types de cellules, notamment les cellules principales qui vont produire la parathormone ou PTH ou hormone parathyroïdienne qui va avoir les effets inverses de la calcitonine puisque la PTH va être hypercalcémiante et elle l'est en agissant sur les os, en allant chercher dans les os du calcium qui va être libéré dans le sang. La PTH est aussi hypercalcémiante en agissant sur les reins et en faisant en sorte que les reins perdent moins de calcium. Et elle l'est aussi en agissant indirectement sur le tube digestif via une action sur la synthèse de calcitriol, la forme active de la vitamine D, qui va être soutenue par cette PTH qui va permettre au final d'avoir une quantité suffisante de vitamine D, laquelle va agir sur le tube digestif et soutenir l'absorption digestive du calcium. Conscience donc de cette fonction hypercalcémiante de la PTH et puis conscience aussi de troubles qui peuvent être associés à cette PTH lorsque les parathyroïdes produisent trop peu de PTH, une situation donc d'hypoparathyroïdie qui entraîne une baisse de la concentration en calcium dans le sang, qui entraîne aussi une hyperexcitabilité musculaire, tandis que l'inverse, l'hyperparathyroïdie, donc qui est l'augmentation de la concentration en calcium dans le sang, eh bien, va stimuler la résorption osseuse, va aussi stimuler l'infiltration d'organes par du calcium et va être associé à de la fatigue. Conscience donc de ces parathyroïdes et de leur fonction à travers cette hormone appelée la PTH ou parathyroïde, hormone parathyroïdienne. Et puis je vous propose de porter votre attention sur les surrénales à présent, ces glandes endocrines qui se trouvent au-dessus des reins et qui sont en fait constituées de 2 régions, presque on pourrait dire 2 glandes finalement imbriquées l'une dans l'autre, avec l'écorce de la glande, le cortex surrénalien qui représente la majeure partie de la glande et qui produit des hormones stéroïdes, tandis que la région centrale des surrénales, appelée la moelle ou la médullosurrénale, eh bien, va produire d'autres hormones qui sont les catécholamines. Conscience d'ailleurs de ces médullosurrénales qui en réalité sont des ganglions modifiés du système nerveux autonome orthosympathique, d'où le fait que cette région des surrénales, les médullosurrénales, puissent libérer de l'adrénaline et de la noradrénaline directement dans le sang, car les deuxièmes neurones qui s'observent dans les efférences orthosympathiques, ces neurones appelés préganglionnaires, sont au niveau des médullosurrénales modifiés, ils n'ont plus d'axones, ils sont appelés cellules chromaffines et libèrent directement leurs hormones dans le sang. Conscience des effets de l'adrénaline, de la noradrénaline qui vont contribuer à accroître
la fréquence cardiaque, la force de contraction du cœur, qui vont augmenter la pression artérielle, qui vont contribuer aussi à la dilatation des voies respiratoires, la bronchodilatation, qui vont aussi contribuer à libérer plus de glucose dans le sang, plus d'acide gras, rendant ainsi davantage de substrats énergétiques disponibles aux cellules du corps. Et conscience du fait que l'adrénaline et la noradrénaline sont des hormones qui vont favoriser, qui vont être à l'origine en fait de la réaction d'alarme du stress et qui vont permettre éventuellement de dépasser une situation stressante, une situation menaçante. Conscience aussi qu'il peut arriver que cette médulo-surrénale dysfonctionne. Il peut par exemple y avoir une hypersécrétion d'adrénaline et de noradrénaline dans une situation pathologique qualifiée de phéochromocytomes, qui sont des tumeurs bénignes de ces neurones postganglionnaires modifiés, de ces cellules chromaffines, avec des troubles qui sont assez comparables à ce qui peut se produire dans les premiers temps d'une réponse de stress. Et puis je vous propose de visualiser les parties périphériques des surrénales, les corticosurrénales, qui peuvent être subdivisées en 3 régions. La plus externe qui produit des minéralocorticoïdes, l'aldostérone en particulier chez l'humain. La région intermédiaire des corticosurrénales qui produit les glucocorticoïdes, dont le cortisol est le principal et qui agit sur la régulation de l'homéostasie du glucose. Et conscience aussi de la région la plus interne qui peut produire des androgènes. Conscience ensuite des effets de ces diverses hormones, les effets de l'aldostérone qui vont se faire notamment sur les reins, lesquels en présence d'aldostérone vont réabsorber davantage le sodium et sécréter davantage le potassium et les protons. Des effets qui vont finalement contribuer à augmenter la volémie et la pression artérielle. Et peut-être même pouvez-vous prendre conscience aussi de la manière dont l'aldostérone est régulée par la concentration en sodium, la concentration en potassium et aussi en grande partie d'autres phénomènes, notamment la diminution du volume sanguin et de la pression artérielle qui stimule le système SRAA, le système rénine-angiotensine-aldostérone. Conscience aussi du fait que quand les concentrations en ACTH sont augmentées, normalement l'ACTH n'a pas d'effet sur la production d'aldostérone, mais quand l'ACTH est augmenté, il peut soutenir l'action de l'aldostérone, plus exactement la production d'aldostérone. Conscience aussi des glucocorticoïdes à présent, qui sont plusieurs molécules, mais essentiellement le cortisol chez l'humain, accompagné d'autres molécules, comme par exemple la corticostérone, et conscience de l'impact des glucocorticoïdes dans la régulation du métabolisme énergétique, et conscience justement des effets de ces glucocorticoïdes qui sont justement hyperglycémiants. Ils vont stimuler la production de glucose en favorisant la fabrication de glucose à partir de molécules qui ne sont pas des sucres, comme par exemple les acides aminés. Les acides aminés qui vont d'ailleurs être libérés sous l'action des glucocorticoïdes puisqu'ils sont catabolisants protéiques, ces glucocorticoïdes, et conscience aussi du fait que les glucocorticoïdes sont aussi catabolisants lipidiques. Ils favorisent la libération donc de l'énergie présente dans les lipides. Donc conscience du fait que les glucocorticoïdes accroissent la quantité de carburant disponible pour les cellules. Conscience aussi du caractère indispensable des glucocorticoïdes qui ont des effets permissifs pour nombre d'hormones. Et conscience du fait que les glucocorticoïdes vont aussi agir sur la pression artérielle en stimulant les vasoconstricteurs, en ayant aussi un effet aldostérone-like, c'est-à-dire en pouvant aussi
permettre la réabsorption du sodium au niveau des reins, du sodium et de l'eau. Et puis conscience aussi de l'effet anti-inflammatoire des glucocorticoïdes qui vont mettre un petit peu de côté justement le système immunitaire, ce qui peut être mis à profit dans des situations allergiques, dans des situations d'inflammation, dans des situations de maladies auto-immunes ou encore de greffe. Conscience donc de toutes ces actions qui peuvent néanmoins parfois s'accompagner d'effets indésirables qui sont divers et variés. Une hypertension artérielle, un catabolisme protéique important, un diabète, une sensibilité aux infections, une ostéoporose, des troubles psychiques, entre autres. Et puis, je vous propose de continuer avec les androgènes qui sont de différentes identités dans le corps humain et qui peuvent être transformés en hormones sexuelles mâles et femelles et dont la sécrétion n'est en règle générale pas stimulée par la CTH mais qui peut être soutenue par la CTH lorsque les quantités d'ACTH deviennent plus importantes dans le corps. Et puis je vous propose de repenser à différents troubles qui impliquent les corticosurrénales, comme l'insuffisance corticosurrénalienne qui peut être basse ou dite primaire, ce qui constitue une maladie d'Addison, ou qui peut être haute ou secondaire. Donc simplement conscience du nom de ces troubles. Autre trouble, une hypersécrétion de glucocorticoïdes, qui peut être qualifié d'hypercorticisme ou de syndrome de Cushing. Conscience aussi d'une hypersécrétion de minéralocorticoïdes qui peut s'observer dans un syndrome de Cône. Conscience aussi du fait que cette hypersécrétion, elle peut être donc primaire, comme dans le syndrome de Cône, mais elle peut être aussi secondaire quand il y a un déséquilibre dans le système rénine, angiotensine-aldostérone. Et puis conscience aussi d'autres troubles, notamment ce qui est appelé l'hyperplasie congénitale des surrénales, qui implique tout un tas de mécanismes, comme vous pouvez peut-être vous en souvenir en repensant aux détails du cours. Donc voilà, très globalement, vous vous souvenez de ces différents troubles dans leurs grandes lignes, et même si nous ne les avons pas évoqués, des effets de ces troubles qui ont été par contre évoqués en cours et que l'on peut assez aisément retrouver en pensant justement aux fonctions de ces différentes hormones stéroïdiennes. Et puis, concernant les surrénales, il est possible de dire un mot sur les mécanismes de stress. Le stress, ce mot qui désigne à la fois les facteurs de stress, les stimuli qui vont perturber l'homéostasie et puis les réponses du corps face à ces situations, à ces signaux qui perturbent l'équilibre, soit de façon objective, soit de façon subjective à travers les pensées qui peuvent nous traverser. Et conscience en tout cas de cette réponse d'adaptation, la réponse de stress qui a d'abord été qualifiée de syndrome général d'adaptation et qui se déroule en 3 phases. Une phase d'alarme qui est essentiellement orchestrée par l'orthosympathique et donc l'adrénaline et la noradrénaline, puis une phase de résistance qui met un peu plus de temps à se mettre en place et qui se caractérise par l'action de l'axe hypothalamo-hypophysaire avec la CRH qui agit sur l'adénohypophyse, qui produit la CTH, qui agit sur les corticosurrénales qui produisent donc ce cortisol qui va soutenir le corps dans ses efforts. Et puis vous pouvez prendre conscience aussi de la dernière phase du stress, la phase d'épuisement. Donc conscience de ces 3 phases et des mécanismes qui surviennent dans ces différentes phases. Et vous accueillez en tout cas tous ces éléments, toutes ces informations. Et puis vous pouvez aussi prendre conscience du paragraphe sur le pancréas, sur la fonction
endocrine du pancréas via les îlots de Langerhans qui existent au niveau du pancréas, qui produisent plusieurs hormones, le glucagon et l'insuline notamment, qui vont contrôler la glycémie, qui vont faire en sorte que la glycémie reste constante, malgré les apports en glucose, malgré la consommation de glucose. Tout simplement parce que, pour ce qui est de l'autorégulation de la glycémie, le glucagon et l'insuline vont contribuer à faire en sorte que la concentration en glucose dans le sang reste constante. Et vous pouvez peut-être visualiser que lorsqu'après un repas, il y a davantage de glucose dans le sang, peut-être visualiser le fait que ce glucose va pouvoir être stocké dans le foie, dans les muscles et aussi dans le tissu adipeux, en étant d'une certaine manière finalement transformé en triacylglycérol. Puis vous prenez conscience aussi du fait que cette glycémie, elle est aussi régulée par la capacité qu'ont des organes, en particulier le foie, à produire justement du glucose, à pouvoir libérer du glucose, ce qui n'est pas le cas pour les autres organes qui vont garder le glucose pour eux. Conscience donc de ce pancréas qui contient ces deux catégories de cellules qui produisent l'insuline et le glucagon. Conscience de cette régulation qui va se faire avec le glucagon qui peut accroître la glycémie en soutenant notamment la glycogénolyse hépatique, et conscience de l'insuline qui, elle, va au contraire contribuer à diminuer la glycémie, ce qu'elle peut faire de diverses manières, en augmentant la glycogénogenèse qui a lieu dans le foie et dans les muscles, en augmentant la lipogénèse adipeuse et en diminuant la glycogénolyse hépatique ou encore la néoglucogénèse hépatique, et conscience du fait que cette insuline, elle est aussi indispensable parce que par sa présence, elle va permettre à des cellules, les cellules non glucodépendantes et insulinodépendantes, elle va permettre à ces cellules de récupérer justement le glucose et de l'utiliser comme substrat énergétique. Donc vous pouvez prendre conscience de ce mécanisme de régulation de la glycémie qui fait intervenir, pour ce qui est de l'autorégulation en tout cas, les cellules alpha et bêta du pancréas. Et vous pouvez prendre conscience de troubles qui peuvent concerner ce pancréas endocrine, à savoir une situation de hyperglycémie en particulier avec le diabète de type 1 ou de type 2. Conscience donc de ces troubles qualifiés de diabète, ce qui correspond à une situation où il y a trop de sucre dans le sang, soit parce que le corps se met à ne plus produire suffisamment d'insuline, comme c'est le cas dans le diabète de type 1. Le sucre ne peut plus être utilisé à ce moment-là par les cellules non glucodépendantes et ces cellules vont utiliser d'autres carburants, le glucose va rester dans le sang et ce glucose va pouvoir se retrouver dans les urines. Conscience en fait de cette situation qui correspond à un diabète de type 1 avec une production insuffisante de cette insuline parce que les cellules bêta qui produisent l'insuline vont progressivement disparaître. Et puis conscience du diabète de type 2, ce diabète de type 2 qui va plutôt se caractériser dans un premier temps par une résistance des récepteurs à l'insuline. Ces récepteurs à l'insuline vont davantage résister à l'insuline et puis à terme cette pathologie peut devenir dépendante de l'insuline quand les cellules bêta se sont épuisées et qu'elles ne produisent plus justement d'insuline. À ce moment-là, ce type de diabète devient insulino-requérant, comme c'est le cas finalement pour le diabète de type 1.
Donc conscience de ces différents troubles qui peuvent s'observer. Et je vous propose justement de faire une pause pour globalement laisser toutes ces visualisations repartir, mais malgré tout les percevoir en vous, en fait les laisser s'inscrire en vous, laisser tous ces éléments, tous ces points clés s'inscrire en vous pour pouvoir les retrouver plus facilement, plus aisément à un autre moment. Donc vous laissez s'inscrire en vous toutes ces connaissances et une fois ces connaissances inscrites en vous, je vais vous proposer de vous préparer à faire votre reprise. Et pour faire cette reprise, eh bien, toujours les yeux fermés, vous allez peut-être vous reconnecter au point d'appui de votre corps et à travers eux à la pièce dans laquelle vous êtes. Peut-être que alors vous pouvez revoir la pièce justement dans laquelle vous vous trouvez et ressentir que les points d'appui, plus le fait de revoir la pièce dans laquelle vous êtes, vous permet de remontez petit à petit vers votre état d'éveil habituel. Vous sentez l'énergie qui revient en vous, votre énergie d'éveil qui revient en vous. Peut-être que vous allez aussi réentendre tout l'environnement sonore de la pièce ou du lieu, en tout cas dans lequel vous êtes, et vous sentez que le fait de vous reconnecter aussi à l'environnement sonore, eh bien vous permet tout à fait de retrouver votre énergie d'éveil. Et pour l'accueillir tout à fait, vous pouvez aussi frictionner vos jambes, vos bras. Vous pouvez vous étirer, vous pouvez faire des respirations bruyantes et retrouver toute votre énergie dans votre corps, toute votre énergie d'éveil. Et si cette énergie est de nouveau bien présente en vous, eh bien je vais vous laisser vaquer à vos occupations et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.